allez bien? Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'influence des émotions sur les relations. Alors, j'espère que ce sujet va vous plaire. Je vous épingle le petit lien de la professionnelle qui sera en live avec nous, comme toujours, Elsa King Johnson, qui va bientôt d'ailleurs nous rejoindre. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et donc, comme chaque semaine, on réalise un live par semaine. Et cette semaine, le live porte donc sur l'influence des émotions sur les relations. Je vous fais quelques rappels pour les habitués et pour les moins habitués. On a à votre disposition également un podcast appelé psychologue.net. Vous pouvez y retrouver tous ces lives montés en podcast. Donc voilà, si vous préférez l'audio, le podcast, c'est parfait pour vous. Il vous suffit de taper psychologue.net. On est sur Spotify, Deezer, iTunes, voilà, toutes les plateformes à peu près, vous pourrez nous retrouver. Quoi vous dire de plus? Tous les lives sont enregistrés, donc oui, pas de souci si vous en loupez un bout en partie, voilà, n'hésitez pas. Vous le savez, vous pouvez le retrouver sur la petite barre du milieu, c'est la petite vidéo, le second widget. C'est une petite vidéo tout simplement, il vous suffit de cliquer et c'est sur la page principale de psychologue.net. Alors, on va se connecter tout de suite avec Elsa. Alors, est-ce que ça se connecte? Elsa, n'hésite pas à me dire, il y a toujours des petits bugs, donc si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, on retente. Pour ceux qui préfèrent également poser leurs questions sur le petit widget de questions, n'hésitez pas. C'est plus pratique pour moi de tout simplement voir vos questions et de les lire. Alors, je te redemande, Elsa, j'ai vu que... Ouais, je t'ai envoyé une demande, je t'ai recroisé une demande. Normalement, au bout de 2, 3 fois, ça fonctionne. Ah, ça y est, ça fonctionne. Parfait. Bonjour Elsa, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Toujours un plaisir de te retrouver avec le sourire en plus, donc parfait, même si on commence l'année avec le froid, bien évidemment, comme toujours. C'est ça, Et pour certains, la neige. tout à fait. Plaisir Merci partagé d'être là. aujourd'hui, donc, oui. Merci donc, Elsa, aujourd'hui d'être là. On va parler ensemble de l'influence des émotions sur les relations. Et comme toujours, avant de commencer un live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Très bien. Alors moi, je suis Elsa. Je me définis comme une boosteuse d'estime. Je suis coach en développement personnel et depuis aussi récemment sophrologue. Et j'accompagne les femmes, principalement des femmes hypersensibles, à prendre conscience de leurs valeurs, à développer leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles pour oser se lancer dans des projets qui vont être alignés avec leurs valeurs, justement, des projets de cœur. Je les accompagne à travers donc, le coaching et la sophrologie à mieux se connaître et à développer tout ça. Merci. Merci, Elsa. Un beau programme, tout ça. Alors, on va voir ensemble donc l'influence des émotions sur les relations. Alors, on va commencer, Elsa, justement, quel est le rôle des émotions au quotidien? Alors, les émotions, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. C'est un sujet qui est souvent, qui n'a pas sa juste place. Dans notre société actuelle, on pense que souvent les émotions, c'est quelque chose d'un peu négatif. Déjà, on définit des émotions positives et négatives. Alors, je voudrais déjà casser cette idée reçue. Il n'y a pas d'émotions positives et d'émotions négatives. Il y a à la limite des émotions agréables et des émotions désagréables, mais toutes les émotions, telles qu'elles soient, en fait, quelles qu'elles soient, elles ont un message à nous transmettre. Et c'est ça qui est important de comprendre, en fait, que les émotions, c'est pas notre ennemi. Elles sont pas là pour nous faire du mal, au contraire. Les émotions, c'est un peu comme un GPS qui nous guide, qui nous oriente vers ce qui est important pour nous, qui nous aide à prendre des bonnes décisions aussi pour nous. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, on les écoute pas assez, mais en fait, c'est le fondement de tout, nos émotions. Ouais. C'est important d'aller écouter ce qu'elles nous disent, écouter les messages qu'elles viennent nous transmettre
Et elles servent aussi du coup à nous faciliter la prise de décision, euh, pour avoir les bonnes décisions qui sont alignées avec ce qu'on veut faire, avec qui on est. Elles nous réorientent finalement vers notre alignement. Donc c'est pour ça que c'est essentiel. Et en plus, on a souvent cette idée qu'il faudrait gérer ses émotions. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant Mm. j'ai trop d'émotions, ça déborde, il faut canaliser tout ça, réduire tout ça et gérer ses émotions. Pareil, il n'y a pas à gérer ses émotions. En fait, les émotions, il faut les écouter, les apprivoiser. Mais plus on essaye de les réprimer, de les faire taire, finalement, c'est complètement contre-productif. Et au final, ces émotions, elles grandissent, elles grossissent. Et c'est là, en essayant de les faire taire, que finalement, elles peuvent prendre le pouvoir sur notre vie. Donc, D'accord, ça fait sens. Ça fait sens tout ça, en effet, Elsa. Comment les émotions, elles influencent la qualité des relations interpersonnelles? alors, comme elles sont partout, elles sont présentes partout dans notre vie pro, dans notre vie perso, elles sont finalement un peu au cœur de ces relations personnelles. Pour répondre à cette question, je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple concret pour illustrer tout ça et à quel point finalement les émotions vont avoir un impact. Si on se place dans le milieu du salariat, on a une entreprise, une salariée qu'on va appeler par exemple Camille. Camille, elle a un jour une idée et elle va voir son patron dans son bureau, elle expose cette idée. Elle est attachée à cette idée, elle y croit, elle expose cette idée et en fait, son patron en face réagit de manière plutôt détachée, il écoute à moitié, il n'est pas trop convaincu et finalement, ça s'arrête là. Donc Camille sort du bureau, elle ressent de la frustration, un peu de colère, de la tristesse, peut-être même un peu de honte de ne pas avoir réussi à afficher son idée et à convaincre son patron. Et puis, elle garde ça pour elle. Le temps passe, elle garde ça pour elle. Elle n'en parle ni à ses collègues, ni à sa famille, ni à ses amis. Vraiment, elle garde toutes ces émotions-là à l'intérieur d'elle-même. Et 2 semaines plus tard, lors d'une réunion où elle est présente, son chef aussi et un autre de ses collègues, qu'on va appeler Patrick, Patrick expose cette même idée. Et là, son patron, donc le patron de Camille et de Patrick, réagit complètement différemment de la première fois. Il va être très à l'écoute, il va trouver que c'est une idée géniale, il va féliciter et même encenser finalement Patrick, hein, le collègue de Camille. Et là, Camille ne va pas comprendre ce qui se passe. Elle va être choquée, elle va être surprise, elle va être en colère, avoir un sentiment d'injustice. Mais encore une fois, elle va tout garder à l'intérieur d'elle, sans rien exprimer. À la fin de la réunion, son patron vient la voir et lui dit, écoute, tu vas travailler avec Patrick sur ce projet. Et là, elle n'arrive pas à exprimer tout ce qu'elle voudrait exprimer, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle qui est même physique, hein, ces ressentis physiques qui peuvent être au niveau de Mm. son ventre, de son cœur qui bat, de ses mains qui sont moites, et elle ressent tout un tas d'émotions, mais elle ne dit rien, puisqu'on lui a dit que fallait pas montrer ses émotions, notamment en entreprise. Elle garde tout pour elle, et elle se dit, je vais travailler avec Patrick, de toute façon, c'était mon idée de départ. Donc elle se met à travailler avec Patrick, et au fur et à mesure des jours, commence à y avoir des petites tensions, des petites choses qui montent petit à petit, des petits désaccords. Et un jour, elle travaille sur une présentation pour ce projet-là et Patrick va lui faire une remarque ou plutôt une suggestion d'amélioration de sa présentation. Et là, Camille, elle va exploser et elle va hurler sur le plateau. Je pourrais continuer encore longtemps, mais ce que je veux montrer avec cet exemple-là, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, Camille, elle a gardé toutes ses émotions au fur et à mesure. Elle a ressenti plein d'émotions désagréables qu'elle n'a à aucun moment exprimées, ni par rapport à sa famille, ni exprimées auprès de sa famille, de ses amis, ni auprès du coup de ses collègues ou même de son patron. Elle a tout gardé pour elle, elle a tout intériorisé et au bout d'un moment, en fait, ça fait comme une cocotte minute. Ça a pris des proportions très Mm. importantes et en fait, elle a explosé. Et elle a explosé pas forcément à cause de cette petite remarque qui était finalement plutôt dans le bon sens et qui était une suggestion d'amélioration, mais pour tout ce qu'il y avait avant. Donc finalement, Mm. Patrick a un peu pris tout ce qu'elle n'a pas su exprimer avant, notamment par rapport à son patron, puisqu'a priori, là, dans ce cas-là, c'est plutôt sa colère, elle est plutôt dirigée vers son patron. Elle n'a pas su l'exprimer, elle n'a pas pu. Et ça va entraîner, en fait, ça a entraîné plein de frustrations au fur et à mesure et un conflit, en fait. Un conflit qui est là, qui est latent, qui monte, qui progresse et qui arrive à un point culminant. Et les émotions, c'est ça, en fait. Si on n'exprime pas au fur et à mesure du temps, de l'eau, nos émotions, elles sont là, elles nous rongent, elles montent en puissance et après, il y a un risque
qu'elle puisse exploser, pas forcément au bon moment, pas forcément avec la bonne personne, ni pour la bonne raison. Donc c'est pour ça les émotions, elles sont vraiment au cœur de tout. Et dans le milieu de l'entreprise, les entreprises devraient justement faire un peu plus attention à ce sujet-là, l'étudier davantage, Ouais. parce que ça permet une harmonie en fait entre les personnes. Quand on arrive à maintenir Ah, t'as dû couper le son. sans se sentir jugé, sans se sentir en danger. D'accord, c'est très clair, Elsa. Je pense que là, pour le coup, magnifique, magnifique exemple de ta part, Elsa. Merci, c'est très, ouais. Et en quoi tu peux nous dire les réactions émotionnelles, elles peuvent impacter aussi la résolution des conflits, même si on peut aussi également le voir avec cet exemple, dans une relation. Alors, ça va être au centre finalement, c'est un rôle central que jouent les émotions et ces réactions émotionnelles. Et en fait, ça me fait penser à la communication non violente. Souvent, dans un conflit ou même dans une communication avant qu'il y ait un conflit, on a du mal à s'exprimer. On a souvent tendance à utiliser le tu, Ouais. qui pointe du doigt, en fait, le tu qui tue, justement, le tu qui accuse en disant tu as fait ça, tu n'as pas fait ça comme ça, j'aurais aimé que tu fasses ça, etc. Et du coup, l'autre personne en face se sent oppressée, se sent agressée, alors que parfois, elle n'a pas eu toutes ces intentions qu'on lui prête. Donc l'idée avec la communication non violente, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on ressent en se, finalement, en se focalisant sur nous. Nous, ce qu'on ressent, nous, ce qu'on a vécu, comment on a vécu les choses, sans accuser l'autre. En disant, en se concentrant sur ce qu'on a ressenti, quand par exemple, les mots qui ont été prononcés m'ont fait me sentir de telle ou telle manière. On insiste vraiment sur nous, comment on a vécu les choses, comment on les a ressenties, sans accuser l'autre et sans lui dire que il a voulu peut-être nous faire du mal en disant tu as voulu me faire du mal, tu m'as fait du mal en disant ceci, cela, essayer de contourner un peu les choses et surtout aussi de se recentrer sur son besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à faire dans la vie pro, mais même dans la vie perso. En fait, on pense que les autres, ils savent ce qu'on veut. Et, Mm. ils sont, voilà, et du coup, on n'a pas besoin de l'exprimer. Et après, parfois, on est frustré, on est énervé parce qu'on dit, mais il devrait savoir que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin de ceci, que j'ai besoin de calme, que j'ai besoin d'être écouté, que j'ai besoin d'être épaulé, qu'importe. Et du coup, on ne l'exprime pas. Et ça peut provoquer plein de tensions. Donc, le fait d'avoir des réactions qui soient plus saines, plus apaisées, avec un discours finalement qui va être constructif, peut permettre Mm. justement de réduire et d'éviter ces conflits en se recentrant sur soi, en évoquant nous ce qu'on ressent, en faisant état vraiment de nos besoins, de quoi on a besoin, en l'exprimant clairement pour que l'autre puisse en face y répondre ou réagir et peut-être proposer autre chose, peut-être donner aussi sa vision des choses, exprimer aussi lui ce qu'il ressent, mais vraiment être dans un échange qui ne soit pas de l'ordre de l'agression en fait. Ouais. D'accord. Merci, Elsa. Comment les différences individuelles dans la gestion des émotions, elles peuvent influencer la dynamique relationnelle? Alors ça, c'est hyper important. Comme j'ai dit au départ, moi, je travaille en plus avec pas mal de personnes qui sont hypersensibles, donc qui ont une sensibilité qui est très forte, hein, qui est au-dessus de Ouais. la moyenne, et du coup qui ressentent tout très fort. Et c'est pour ça aussi que souvent, elles viennent me voir en disant c'est horrible, je ressens trop, je veux arrêter de ressentir cette hypersensibilité, j'en veux plus, elle me gâche la vie. Donc en fait, il faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de sensibilité et toutes les personnes sont différentes. Et même si on prend que les hypersensibles, chaque hypersensible a sa particularité Oui. et son niveau de sensibilité aussi qui va être différent. Donc comprendre déjà que chaque personne est différente, réagit différemment, essayer de se mettre à la place de ces personnes aussi pour pouvoir apaiser les relations. Se dire que pour certaines personnes, c'est facile d'exprimer leurs émotions, d'exprimer ce qu'elles ressentent. Elles ont aussi peut-être été aidées dans l'enfance, hein, ça vient de l'éducation souvent. Il y a des familles où on autorise cela, on a le droit de s'exprimer, dire qu'on est triste, dire qu'on est en colère et de laisser évacuer finalement, d'évacuer toutes ces émotions-là. Et il y a d'autres familles ou d'autres environnements où on va être plus contraint, où on va nous faire comprendre que finalement on n'a pas le droit d'exprimer tout ça, que pleurer c'est mal, en tout cas que c'est un signe de faiblesse et qu'on doit être Ouais. fort, donc il faut éviter de pleurer. On va être conditionné comme ça à un certain nombre de choses et
certaines personnes vont avoir du mal à sortir justement tout ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et d'exprimer leurs émotions. Donc il faut comprendre que chacun est différent, chacun a un vécu différent, une histoire différente, qui fait que finalement, on ne peut pas tous réagir de la même manière. Et même en ayant finalement le même vécu et la même capacité d'exprimer les choses, on ne va pas être touché par les mêmes choses. Il y a des personnes qui Ouais. vont être plus susceptibles à certaines remarques sur leur travail ou plutôt sur leur physique. C'est lié aussi, là on va toucher de l'estime de soi généralement. Quand on a peur du regard des autres, qu'on n'est pas à l'aise avec son corps, qu'on a du mal à s'aimer, qu'on n'a pas confiance en soi, la moindre petite remarque va nous impacter. Et c'est important de comprendre tout ça pour justement avoir des relations plus saines, plus apaisées et pour pouvoir changer un peu la dynamique relationnelle. Et c'est crucial de laisser finalement aussi comment dire, un espace de sécurité, euh, que chaque personne puisse se sentir en confiance pour exprimer ce qu'elle a exprimé. Et ça peut être fait de manière très, très douce, hein, en étant à l'écoute de l'autre et en voyant par exemple si c'est une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, en lui tendant un peu des perches, mais de manière voilà, douce et bienveillante, en lui demandant du coup justement comment elle se sent, ce qu'elle ressent, en essayant d'anticiper, mais pas trop, parce qu'il y a aussi ce risque, hein, parfois on a l'impression de savoir ce que l'autre ressent, peut-être parce Ouais. qu'on l'a vécu aussi nous-mêmes, dans voilà, une situation similaire, et on va plaquer nous ce qu'on a ressenti sur l'autre, on va se dire, forcément je sais comment elle se sent, je sais que là elle est en colère, ou je sais que là elle est triste. Et ça c'est dangereux parce que du coup on va en un sens voler l'émotion de l'autre et essayer finalement de coller notre émotion à nous, ce que nous on peut ressentir sur son émotion. Et c'est assez dangereux. Donc l'idée, c'est de pouvoir interroger en étant neutre pour que la personne puisse se sentir à l'aise pour exprimer ce qu'elle ressent, ce qui va permettre d'avancer, ce qui va permettre d'avoir une discussion constructive, que ce soit sur du pro ou sur du perso, mais voilà, de pouvoir libérer les choses. Ce qui est essentiel, c'est vraiment en fait de parler, de pouvoir s'exprimer et de ne pas tout garder à l'intérieur de soi. Parce que quand on garde tout, comme je disais tout à l'heure, ça nous ronge, ça grossit, ça grandit, ça crée aussi des personnes aigries, des personnes pas Mm. épanouies. Alors que parfois, juste en communiquant, jusqu'en verbalisant en fait ce qu'on ressent, bah, c'est beaucoup plus fluide, plus apaisé. On arrive finalement à se rendre compte que parfois on a même la même vision des choses, mais juste que ben, on ressent pas les choses de la même manière, on les énonce pas de la même manière, et du coup ça peut créer parfois des blocages. Merci, merci Elsa. Alors aussi, on a une dernière question, Elsa. De quelle manière les émotions partagées, elles renforcent ou elles affaiblissent justement les liens entre individus dans une relation? Alors là, il y a plusieurs choses sur cette question. Les émotions, c'est quelque chose de très puissant. Donc, quand on partage une émotion à quelqu'un, souvent, ça va faire écho chez nous. Enfin, ça va faire écho plutôt dans le corps de l'autre, en fait, qui va se dire, bah, moi, j'ai peut-être vécu quelque chose de similaire. Ça peut être un sentiment de joie intense, lors peut-être d'un mariage, une personne qui va exprimer voilà, comment s'est passé son mariage et toutes ses émotions de joie, de bonheur. Et puis la personne en face qui a aussi connu ça, va du coup finalement faire miroir son émotion, va faire miroir en fait. Les deux émotions vont se rencontrer et elles vont finalement être un peu sur la même longueur d'onde, vibrer à la même fréquence. Et ça va créer un rapprochement parce qu'elles vont avoir l'impression, même si elles n'ont pas vécu finalement le même mariage, de se comprendre et d'avoir vécu la même expérience, Mm. même si derrière il y a des réalités qui sont différentes. Mais Bien sûr. finalement, le niveau de bonheur, le niveau de joie, en fait, est sur la même fréquence. Donc ça crée une connivence, ça crée un sentiment de je te comprends, on se comprend, on a vécu la même chose et on est pareil finalement. Ça, c'est le premier point. Mais après, cette émotion, c'est encore plus fort, je pense, quand on l'a vécu ensemble. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on a vécu une situation, deux personnes dans la même situation, par exemple un voyage, peut-être un voyage dans un pays, dans une île paradisiaque, qu'importe, et que les deux personnes ont vécu ces instants magiques, là, ça rapproche encore davantage. Parce qu'on n'est plus juste dans le je te comprends parce que moi j'ai vécu à peu près la même chose et que je me projette et j'arrive à me projeter assez bien. Mais en fait, c'est que là, dans ce cas-là, les personnes vont revivre au même moment où elles en parlent finalement ces émotions-là. Et c'est Mm. ça aussi la force des émotions, c'est que sans être dans l'instant où l'émotion a été vécue,
une émotion, quand elle est tellement forte, on arrive à la revivre à d'autres moments. Ouais. Et c'est aussi quelque chose de très puissant quand justement on a des périodes un peu de down, où on est triste. C'est aussi un des outils, hein, c'est de se raccrocher à quelque chose qu'on a vécu de positif pour revivre cette émotion et pour refaire ressurgir cette joie, ce bonheur qu'on a pu ressentir. Donc quand on a vécu quelque chose de beau avec quelqu'un, on peut revivre en parlant ce moment-là et ressentir, même ça arrive beaucoup, hein, même physiquement, Ouais. des choses qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Donc ça nous met dans une énergie Mhm. très très haute et c'est hyper efficace effectivement quand on est un peu triste de pouvoir revivre ça et ça crée vraiment, ça renforce cette sensation de on a vécu ça Ouais. ensemble, on était tous les deux et ça crée un peu une bulle. Alors ça peut être tous les deux ou tous les trois, qu'importe le nombre de personnes qu'il y avait, mais ça crée vraiment cette bulle de nous contre le reste du monde. Et ce nous contre le reste du monde, ça renforce vraiment ce lien entre deux personnes. Après, il y a les choses positives, mais bien sûr, il y a aussi le côté négatif. Il y a des émotions qui sont négatives, où on arrive à se projeter sur une douleur, par exemple, commune que peut avoir vécu quelqu'un. Et là, on va être complètement en empathie. Et ça va pouvoir renforcer ce lien aussi. On va soutenir la personne. Encore une fois, attention de ne pas faire sa douleur nôtre et de ne pas confondre les deux douleurs parce que même si on a vécu la même situation, on ne ressent pas les choses tout à fait pareilles. Donc laisser Mhm. toute la place à l'autre pour s'exprimer et exprimer ses émotions à lui, pas plaquer les nôtres. Mais on peut avoir du coup cette connivence qui va se créer aussi sur une émotion qui est désagréable, de la tristesse par exemple. Euh, et là, on va créer donc cette relation qui va être aussi, comment dire, fusionnelle en un sens. Mais on peut avoir un autre cas où on est toujours sur une émotion dite désagréable, où là, ça va créer plutôt une scission. Et là, j'ai un exemple qui me vient, c'est quelque chose forcément de très triste. Enfin, par exemple, tout ce qui est décès, perte de personnes chères, et notamment dans le cas d'un couple, Ouais. la perte d'un enfant, c'est quelque chose où les deux personnes vivent la même chose, le même événement. Elles ont vécu ça ensemble et malheureusement, bien souvent, c'est pas quelque chose qui va les aider à se rapprocher, à se lier parce que la douleur est tellement forte. Il y a plein de choses autour qui font que c'est un événement très très difficile à vivre et que souvent cet événement et cette douleur extrême forte vécue ensemble par deux personnes finalement crée la destruction du couple Mhm. qui n'arrive pas à passer au-delà de tout ce qui a été vécu avec l'enfant, par exemple, qu'ils ont perdu, avec peut-être chacun qui a une part de culpabilité, qui accuse un peu l'autre, mais qui s'accuse aussi en même temps. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu là-dedans. Mais parfois, la douleur, elle est tellement forte et cette émotion, elle est tellement intense qu'elle peut non pas justement lier deux personnes, mais aussi les déchirer, notamment quand on est sur des émotions qui sont désagréables. Alors, je dis désagréable, ça peut paraître Oui, très faible comme terme, mais voilà, on se j'entends. comprend sur cette douleur. Merci, merci Elsa pour toutes ces explications. On va regarder les questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Euh, alors, j'en ai vu plusieurs passer. Alors, on a Chaka qui nous dit comment faire quand il s'agit d'émotions négatives, tu reviendras là-dessus, type colère dans un couple. Alors déjà, effectivement, moi, j'aime pas trop le terme négatif parce qu'en fait, cette colère, elle a un message à te transmettre. Et l'idée, c'est de comprendre d'où vient cette colère. Déjà, dans la colère, elle peut être dirigée contre toi, donc contre la personne qui la ressent, ou contre une personne autre en face. Ou parfois les deux. Parfois, il y a souvent un peu des deux. On est en colère contre l'autre, mais aussi en colère contre soi-même. Et déjà, la première étape, et là, ça a été fait, donc c'est top, c'est d'identifier ce qu'on ressent, d'identifier quelle est cette émotion. Donc là, c'est de la colère. Donc, essayer d'aller un peu plus loin. Cette colère, elle est dirigée contre qui principalement? Est-ce que principalement contre, dans le couple, du coup, le conjoint, l'autre personne, ou contre soi-même, ou contre les deux? Et c'est d'identifier ça. Et ensuite, de comprendre finalement le message qui est venu transmettre cette colère. Parce que comme toutes les émotions, la colère, elle a un message. Et ce message, il peut être différent en fonction de la situation. Et c'est chaque personne qui sait, en fait, quel est ce message. Mais l'idée, c'est pas forcément toujours aussi simple. L'idée, c'est de s'interroger soi et de prendre ce temps. Parce que souvent, on ne prend pas le temps.
on dit j'ai de la colère, on veut faire taire cette colère, la calmer parce qu'on estime que c'est quelque chose de justement de négatif, hein, Mhm. qu'on n'en veut pas, on veut s'en débarrasser et du coup on essaye de passer à autre chose en essayant de faire taire cette colère. Et plus tu essayes de faire taire cette colère, plus elle va grossir, plus elle va grandir parce qu'elle t'a pas délivré son message en fait. Puisque les émotions, et là dans ce cas-là la colère notamment, c'est comme, si je prends une image, c'est comme un facteur qui a un courrier recommandé, hein, à te transmettre. Mhm. Et en fait, son objectif à lui, c'est de te donner ce message. Donc, il va venir, il va toquer à ta porte. Et si tu n'es pas là, ou tu fais autre chose, tu es occupé, tu n'entends pas, bah, il va repasser. Il va partir, il va revenir, et il va retoquer. Et il va retoquer à chaque fois, et à chaque fois de plus en plus fort, jusqu'au moment où tu vas ouvrir la porte et prendre ton courrier et lire ce message, en fait. Une émotion, c'est pareil. Tant que tu ne l'as pas écoutée, elle va rester là. Elle va prendre de l'ampleur. Et, et peut-être, enfin, je vais quand même jusqu'à cet extrême, à un moment, si tu ne l'écoutes pas, malgré tous les signaux que tu as eus, en fait, elle peut prendre une proportion tellement forte qu'elle va s'éteindre en termes de bruit, mais aller s'immiscer dans ton Mhm. corps. Et du coup, tu peux avoir des symptômes vraiment physiques et même des maladies. Alors, c'est pas que lié à ça, mais il y a certaines choses qui peuvent être déclenchées aussi par ça. Donc, c'est hyper important d'écouter le message de tes émotions et d'aller te demander donc qu'est-ce qu'il veut te dire, et notamment en te rattachant aux besoins. Parce que derrière ces émotions désagréables, il y a des besoins non comblés. Donc l'idée, c'est de se demander, cette colère, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Quel besoin est non comblé? De quoi j'ai envie, en fait? De quoi j'ai besoin dans mon couple? Est-ce que c'est de plus d'attention, de plus de sorties, de plus d'amour, de plus de mots d'amour? Je ne sais pas. Mais trouver ça, et une fois que tu as trouvé ça, bah, réussir justement avec la communication non violente à l'expliquer à ton conjoint en disant moi, j'ai besoin peut-être de plus d'écoute, de plus de sorties, de plus de câlins, qu'importe, et exprimer ton besoin sans l'accuser, sans lui dire qu'il a mal fait, que ce qu'il fait c'est pas bien, etc. Mais voilà. Merci, merci Elsa, c'était très très complet. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question de Zouzou qui nous dit, peut-on vivre avec le sentiment d'être incompris par le plus grand nombre? J'ai envie de dire oui, malheureusement oui, et c'est quelque chose, alors je ne sais pas si cette personne-là est hypersensible ou pas, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les personnes hypersensibles, ce sentiment de se sentir en décalage, d'être incompris. Donc oui, malheureusement, il y a plein de personnes qui vivent avec. Alors, elles ne vivent pas de manière épanouie, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui est triste. Euh, je le comprends parce que moi aussi j'ai vécu ça pendant longtemps avant de découvrir et d'accepter justement et d'apprivoiser mon hypersensibilité. Donc on peut vivre, mais plutôt je dirais survivre en un sens avec ce sentiment. Et l'idée c'est d'essayer d'apprivoiser qui on est. Ça passe pour moi par la connaissance de soi. Et connaissance de soi, il y a plein de facteurs, dont les émotions, qui servent justement à nous connaître davantage. Et je pense qu'en fait, on peut connecter avec plein de personnes. Il y a plein de personnes qui finalement ont des points communs avec nous. Mm. Il faut juste savoir être à l'écoute de ces personnes-là. Mais pour être à l'écoute de ça, il faut aussi se montrer un peu nous tels que l'on est. Parfois, on se met des masques justement et on se dit que qu'on n'est pas comme les autres et du coup, on n'ose pas. On n'ose pas se montrer tel que l'on est. On n'ose pas exprimer nos émotions parce qu'on se dit que les autres ils vont nous juger. Et si tout le monde fait pareil, en fait, on n'arrive pas à se retrouver entre nous et on n'arrive pas à connecter vraiment de manière authentique avec les gens qui nous ressemblent, avec les gens avec qui on pourrait connecter en fait. Donc mon conseil, Ouais. ça va être d'être toi-même et de t'exprimer pleinement, de t'assumer pleinement avec tes différences et tes particularités. Merci, merci Elsa. On a Mélissa aussi qui nous dit, la sensibilité me dérange beaucoup dans toutes mes relations. Comment faire? Alors là, encore une fois, la sensibilité, ça dépend ce qu'on met derrière, puisque ce terme, il peut envelopper différentes réalités. Et qu'est-ce qui dérange finalement? Est-ce que c'est le fait de ressentir? Est-ce que c'est trop par rapport à soi? Est-ce que c'est les autres qui nous renvoient qu'on est trop finalement, qu'on aime trop fort, qu'on a trop d'émotions? Comprendre plus en détail en fait où se situe le problème, si je peux dire, même si c'est pas un problème. Et encore une fois, l'important, ça va être de s'accepter tel que l'on est, de s'accepter avec sa sensibilité, euh, quelle qu'elle soit en fait, et d'être assez ferme, assez à l'aise avec soi et de s'aimer assez pour dire à l'autre, je suis comme ça, finalement c'est un peu à prendre ou à laisser. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Donc ça, c'est pas, j'ai envie de dire, faut l'avoir en tête et il ne faut pas forcément forcer.
mais il y a forcément quelqu'un sur cette terre, même plusieurs personnes, hein, mais à minima quelqu'un qui sera à l'aise avec ta sensibilité. L'idée, c'est d'aller trouver cette personne en osant finalement bah, t'assumer et, et en n'ayant pas honte finalement de qui tu es. Pas honte de cette sensibilité-là qui est forte, même si je sais, on est dans un monde où on nous dit faut pas pleurer, faut être fort, faut pas trop montrer ses émotions. Bon, ça a un peu changé, mais il y a quand même encore ce fond-là qui perdure. Et l'idée, c'est vraiment d'être toi-même. Moi, c'est ce que je prône au maximum. Il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont dire que t'es trop sensible, t'es trop ceci, que c'est pas possible d'être comme ça, que c'est anormal. Mais à un chiffre, alors je dévie un peu, mais c'est lié quand même, un chiffre sur l'hypersensibilité, on est 30% de personnes. C'est les études qui disent qu'on est 30% de personnes Ouais, hypersensibles. Donc cette sensibilité forte, tu peux la retrouver chez d'autres personnes et il y a d'autres personnes qui sont comme toi. d'accord. Merci Elsa. On va terminer avec une dernière question de Julie qui nous dit: J'ai beaucoup de colère intérieure et je suis beaucoup sur la défensive dans toute relation. Que faire? Alors j'entends, j'ai beaucoup de colère, effectivement. Cette colère, encore une fois, elle est probablement liée à quelque chose qui s'est peut-être passé. Et cette colère, j'ai pas beaucoup d'infos là, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt dirigée contre la personne, contre Julie, du coup, qui exprime ça. Donc comprendre pourquoi elle est en colère contre elle-même, qu'est-ce qui s'est passé, essayer d'apaiser cette colère. Et en fait, forcément, ça a des répercussions sur ses relations, que ce soit, je pense, des relations de couple ou des relations autres. Et l'idée, ça va être de se concentrer sur elle-même, d'apaiser cette colère, de comprendre, encore une fois, le message que cette colère veut lui transmettre et de comprendre quel est le besoin, le ou les besoins derrière qui n'ont pas été comblés et de voir comment elle peut combler ses besoins pour apaiser tout ça, apaiser cette colère pour qu'elle puisse diminuer et pour pouvoir réavoir à nouveau des relations saines avec les autres. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière cette question-là qui sont peut-être de l'ordre du traumatisme, voilà, de choses compliquées qui se sont passées. Ça arrive souvent, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler là-dessus. Peut-être n'hésite pas à te faire accompagner, que ce soit par un psychologue, un coach, sophrologue ou qu'importe, pour pouvoir aller creuser plus en détail. Si toi, tu as du mal à aller te reconnecter avec cette colère, des fois, ça peut faire mal, justement. On peut ne pas trop savoir comment faire. Mais l'idée, c'est d'aller au contact de ce qui te fait peur, de cette colère qui te fait peur, pour aller un peu apaiser tout ça, faire diminuer son intensité et remplacer petit à petit par des émotions plus agréables, de la joie, de l'amour. Voilà. Merci. Merci Elsa. Il y avait une dernière question qui est tombée. J'ai pensé à toi. Je pense que tu peux y répondre. Laïta qui nous dit: Existe-t-il aussi des hypersensibles dans la jante masculine? Oui, bien sûr, oui. C'est une idée reçue comme quoi l'hypersensibilité, c'est seulement pour les femmes. Mais non, les hommes aussi sont concernés. Et je dirais même c'est un poil plus dur parce que justement, il y a cette idée aussi reçue que les hommes, ça doit être fort. Donc, ils ont encore plus ce message de un homme, c'est fort, un homme, ça pleure pas. Donc, pas Ouais. facile pour eux, mais oui, oui, les hommes hypersensibles, vous n'êtes pas seuls. Merci. Merci Elsa d'être venue aujourd'hui nous parler de l'influence des émotions sur les relations. Je ne sais pas si tu avais un autre message à faire passer, soit sur les émotions, soit sur ton cabinet. Ce que je voulais dire, c'est que c'est avec ça que j'ai commencé, mais j'ai envie de terminer aussi par ça. Les émotions, c'est vraiment, faut pas en avoir peur. Les émotions, c'est vos amis, les émotions, c'est ce qui vous permet de finalement vous reconnecter à qui vous êtes, de vous réaligner. Et c'est extrêmement important de vous reconnecter à ça. Une des techniques aussi, moi, que je peux vous proposer, c'est justement la sophrologie. C'est une méthode psychocorporelle qui vous permet de vous reconcentrer sur qui vous êtes, d'aller à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à ce qui se passe dans votre corps et de créer une harmonie entre vos pensées, votre corps et vos émotions. Ok. Voilà sur ce message de fin. Super. Merci. Merci beaucoup Elsa. Je te souhaite une belle journée. Merci encore pour ta présence aujourd'hui. Avec plaisir, bonne journée à tous et à toutes. Belle journée à toi. Merci beaucoup à Elsa King Johnson pour ce live sur l'influence des émotions sur les relations. Merci à tous d'avoir été nombreux aujourd'hui comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Pour la Saint-Valentin d'ailleurs, on vous réserve un live très spécial. Donc restez connectés, on vous en dira plus dans quelques jours. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine comme prévu pour un nouveau live. Et en attendant, je vous souhaite à tous une agréable semaine et une agréable journée. Au revoir.